Avec l'équipe, aujourd'hui, nous sommes allés à la médiathèque pour nous renseigner sur le Grand Orbe, sur nos futurs lieux de reportage. C'était l'occasion pour nous un peu de feuilleter la documentation que BDRIE nous propose. Qui transitent par l'État, par la région, par l'Europe, qui sont reventilés et qui permettent d'assumer le traité. Et chacun d'entre nous, parce que Can et moi on va faire aussi un petit film, et c'est toi qui définiras par exemple l'axe, tu deviendras la réalisatrice du film. Pour l'instant. Voilà, tu vas là. Moi je sais Sur la base de loisirs, en espérant qu'il y a un théâtre là où tu vas emprunter. Oui. Pas mal. C'est aujourd'hui le grand jour pour nous, jeunes reporters. Nous sommes partis rencontrer le président. Il nous a répondu avec enthousiasme et a répondu à toutes nos questions avec intérêt. C'est parti pour l'interview. Bonjour, bienvenue à la communauté de communes de Grand Orbe. Suivez-moi. Alors, quelques petites questions concernant Grand Orbe. Pourquoi beaucoup de magasins ferment en Grand Orbe? C'est une très bonne question. Grand Orbe, hélas, n'est pas la seule communauté de communes où les magasins ferment. C'est une problématique nationale, je dirais. Et il y a l'effet grand magasin qui se développe dans les zones commerciales, mais pas que. Il y a aussi l'effet e-commerce. Voilà, vous avez tous entendu parler des grands commerces où les gens commandent par Internet et quelque part qui sont une solution de facilité. Aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de revitaliser les commerces de Grand Orbe, dans toutes les communes de Grand Orbe où il y a des commerces, donc principalement dans les gros centres, que ce soit Hérépian, Lamalou, Bédarieux, le Bousquet d'Orbe, le Poujol, Luna, Savenne, il y a tout un tas de communes où il y a encore quelques magasins et quelques commerces. L'idée, c'est de redynamiser ces commerces. Et Grand Orbe s'est engagé dans une dynamique où on a recruté un manager de centre-ville. Un manager de centre-ville, c'est une personne qui est en charge de recenser les commerces et d'aller chercher des commerçants de manière à pouvoir remettre du commerce et de la vie dans nos centres-villes. C'est une de nos priorités à Grand Orbe, d'essayer de faire revivre les cœurs de ville. Existe-t-il des logements pour étudiants sur le Grand Orbe? S'il en existe, il en existe très peu. Et là aussi, c'est une volonté de la communauté de communes de Grand Orbe, associée aux communes, de développer ce genre de produits ou ce genre de logement, de manière à pouvoir accueillir des stagiaires, de manière à pouvoir accueillir des étudiants sur le territoire des communes. Alors, une de nos priorités, c'est de créer ce genre de logement dans le genre appart-hôtel ou petit meublé, de manière à ce que les stagiaires ou les étudiants puissent avoir de quoi s'héberger tout en pratiquant leur activité, qu'elle soit ludique ou qu'elle soit en termes de travail. Quelque part, l'idée, c'est de créer ce genre de logement, de petits meublés à destination de ces gens qui viennent temporairement sur la communauté de communes. Aujourd'hui, l'hébergement de ce type est un grand manque. Quelles mesures spécifiques envisagez-vous concernant l'entrée dans la vie active des jeunes? C'est une question qui est très intéressante parce que les jeunes, aujourd'hui, pour notre territoire, c'est encore une priorité. Je vous dis, c'est une priorité. Alors, sur mon bureau, j'ai un document qui s'appelle le projet de territoire. Et ce projet, il décline les orientations et les actions qui vont être mises en œuvre sur ce territoire entre 2021 cette année et 2026. La fin prévue de mon mandat. Donc, ce sont toutes les actions qui vont être mises en place alors, dans différents sujets, que ce soit l'économie, le tourisme, le thermalisme, mais aussi pour agir ensemble pour un territoire solidaire, équilibré et durable, puisque je sors d'une réunion où quelque part on vient de parler de développement durable, pour proposer un territoire attractif où il fait bon vivre. Et donc, le fait d'avoir un territoire attractif avec des équipements qui permettent aux jeunes, mais aussi de rester, mais de travailler aussi sur place, que ce soit en termes d'hébergement, en termes de stage, en termes de formation,
va leur permettre de rester sur place et donc de pouvoir travailler et vivre sur ce territoire. Quelles sont les missions de la communauté du Grand Orbe et que faites-vous? Grand Orbe a des compétences qui sont obligatoires et des compétences qui sont optionnelles. Alors dans les compétences obligatoires, nous avons l'espace, l'aménagement de l'espace communautaire. Après, on a la compétence obligatoire, on a le développement économique, c'est permettre aux entreprises de s'installer sur le territoire. On a aussi la gestion des milieux aquatiques. Les grandes compétences, ce sont l'économie, la gestion de l'espace communautaire et les déchets, c'est les 3 grandes compétences de l'intercommunalité. Existe-t-il une réglementation locale concernant les pesticides en eau? On est dans ce dispositif de réduire tout ce qui est produits phytosanitaires et on s'est engagé vers aussi une démarche de réduction des pesticides. Et vous avez peut-être vu à l'entrée de la ville, vous avez un panneau avec des petites grenouilles qui indique que la commune est labellisée zéro phyto, donc n'utilise pas de produits chimiques pour tout ce qui est entretien de ces espaces verts. Aujourd'hui, à Grand Orbe, il n'y a pas de réglementation qui reprend l'ensemble des communes, mais comme la majorité des communes sont dans cette démarche, on peut dire que oui, Grand Orbe s'engage dans la réduction des pesticides. Existe-t-il des lieux dédiés au street art en Grand Orbe? Pas loin du stade, à Bédarieux, vous avez un mur d'expression qui peut bien sûr accueillir tout ce qui est art de la rue, tout ce qui est peinture, tout ce qui est graphe, tout ce qui est tag. C'est quelque chose qui existe. Il y a des endroits, il y a des lieux un petit peu plus sauvages que les gens se sont appropriés, comme le ruisseau de Vèbre à l'intérieur. Plutôt que de le laisser à l'abandon et au graphe libre comme c'est, essayer aussi de le canaliser dans le même genre que ce qui a été fait sur le lieu précédent dont je vous parlais. C'est essayer de le développer ou de développer d'autres lieux dans notre territoire de Grand Orbe. Quelle importance accordez-vous aux loisirs? Qu'envisagez-vous pour l'avenir? Dans les projets 2021, on a la création d'une via ferrata, donc c'est un loisir, mais c'est aussi un loisir sportif. On a la création d'un GR de pays. Un GR, c'est un chemin de grande randonnée qui part du lac des Monts d'Orbe à Avesnes et qui arrive au lac du Salagou. Donc vous voyez quand même, il y a de quoi marcher. Puis on va d'un superbe site qui est le lac des Monts d'Orbe à Avesnes jusqu'au Salagou, qui est aussi un autre très beau site. On a des actions à destination de la jeunesse, pour en revenir. J'ai aujourd'hui l'ambition de créer un pôle culturel et musical, alors qui sera à destination de la jeunesse, mais pas que. C'est un de mes souhaits, ça fait aussi partie de mon projet de territoire qui a été validé par l'ensemble des maires à l'occasion d'une réunion le 14 janvier dernier. Tout le monde a validé ce projet de territoire et j'en suis fier. Et puis on a aussi la base de la Prade à l'UNAS, la base de loisirs à l'UNAS, qui est quelque chose d'intéressant pour notre territoire, qui attire du monde et qui, pour moi, doit être développé. Et il faut aussi valoriser ce lieu, qui est un superbe lieu, mais qui demande encore à être encore plus connu, de manière à ce qu'on fasse venir plus de gens et qu'on puisse aussi avoir de meilleurs équipements. Faut-il une autorisation particulière pour faire voler un drone balisé ou non balisé? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que je vais prendre de l'annuaire et je vais téléphoner à la DGAC, parce que de vous à moi, je n'ai pas du tout la réponse à la question. Je pense qu'il faut une autorisation en réalité pour faire voler un drone, oui, je pense. Mais après, je ne vous en dirai pas plus. Existe-t-il des mesures ou des groupes de parole à destination des personnes LGBT? À ma connaissance, non, mais c'est quelque chose qui, je pense, dans le cadre des actions qui vont être menées pour la jeunesse, mais aussi dans le cadre du quartier prioritaire en politique de la ville, puisque la politique de la ville est gérée, est un service de l'intercommunalité, alors qui rayonne principalement sur Bédarieux, mais qui aussi se déploie sur les autres communes par le biais de différentes actions, peut être mise en œuvre dans ce cadre-là. Je pense que c'est aussi un public qui peut avoir des choses à dire et être écouté. Je pense que c'est des actions qui peuvent être menées, oui. Est-ce qu'il y a des troupes de théâtre ou des cours accessibles dans le Grand Orbe? Alors, c'est une très bonne question, oui. Il y a des troupes de théâtre et des cours accessibles à Grand Orbe. Il y en aura un peu plus encore.
Il y en aura un peu plus dans le cadre de mon projet de territoire où je souhaite créer un fameux pôle culturel et musical où seront bien sûr intégrés tout ce qui est musique, tout ce qui est danse, tout ce qui est chant, tout ce qui est en lien avec la culture et avec le patrimoine. Mais il existe aussi, on est propriétaire à Grand-Torbe du Café Mounis à Graissac, où des troupes de théâtre sont régulièrement accueillies dans le cadre de partenariats et les travaux qui sont effectués par ces troupes de théâtre sont restitués dans une convention, et avec une convention et un partenariat, sont restitués sur le territoire des communes de l'intercommunalité. Oui, il y a des troupes de théâtre qui sont accueillies sur le territoire de Grand-Torbe. Mais tout ça tend encore à se développer et je compte sur vous pour m'aider à développer tous ces projets. C'est très bien, donc comment vous allez procéder? Et cette carte, elle va vous permettre de situer les lieux où vous allez faire des interviews, c'est ça? Comme aller voir des apiculteurs locaux. D'accord. Et leur demander comment ils font pour extraire le miel, comment ils s'occupent des abeilles. Je vais interviewer un auteur de BD et de cinéma, Fab Caro, à la librairie. J'ai choisi de planter à la base de loisirs de la Prade. On va faire un reportage là-bas, découvrir l'endroit. Et aussi du reportage, bien sûr. Du coup, moi, ce sera à Graissac et ce sera au Café Mounis à Graissac. Moi, ça sera dans tout le Grand Torbe. Donc, surtout à Bédarieux, donc à l'aérodrome de Bédarieux, l'ancien aérodrome. Et ce sera aussi dans tout l'Orbe, dans tout le Grand Torbe. Donc, tout ce qui est plan de vol ou pour les drones. Vous avez monté un super projet et de super reportages. Et puis, je vois que vous êtes tous motivés. C'est bien, alors vive les jeunes reporters. Bravo à vous, merci. Merci à vous. Au moins, il est pas retourné. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au lycée Fernand Léger. Naël nous a invités afin de nous faire découvrir le club théâtre. Nous avons assisté aux répétitions de Vue d'en haut, création originale qui parle d'égalité. À présent, tu es des nôtres. Bonjour Naël, votre pièce de théâtre consiste en quoi? On nous a donné un thème cette année qui est tout simplement l'égalité. Le thème s'appelle « Toi, mon égal, avec ou sans eux ». Et c'est une pièce qui parle tout simplement d'égalité, que ce soit égalité de genre, égalité des sexes, les discriminations qui sont encore courantes dans notre monde tout simplement. Dans cette pièce, j'ai le rôle d'un sacré personnage qui est sur le point de mourir. Le moment en fait, où il meurt, il se rend compte qu'il est entre la vie et la mort, en découvrant d'autres personnes qui elles sont mortes, mais définitivement, dans le monde des morts et de l'immortalité. Ils vont se demander comment se tient le monde en ce moment. Ils veulent voir comment le monde se porte. Du coup, je suis un peu le personnage qui est la solution à tout ça et qui peut tout simplement tout faire changer. C'est-à-dire que grâce à moi, ils peuvent voir comment le monde se porte. Mais voilà la solution! Les enfants! L'éducation! Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette pièce? Il y a toujours autant d'inégalités dans notre monde en fait, dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit de l'homophobie, du racisme, du sexisme. Il y a vraiment trop de choses comme ça en fait. Peut-être que ça fera avancer les choses, surtout avec un beau message de fin. Homme que femme. Quel rôle as-tu dans cette pièce de théâtre? Un de mes personnages, c'est de présenter, de pouvoir montrer un monde parfait où il n'y a pas d'inégalité, toutes ces choses qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Et elle a un sens pour toi, cette pièce de théâtre? Oui, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et ça permet de montrer aux gens un point de vue, le point de vue de chacun. Au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château. Ça fait 4 ans que je fais du théâtre et j'avais commencé une petite pièce en 6e
j'osais pas forcément et ma mère m'a poussée du coup pour m'aider à m'ouvrir. Que n'y faisaient des hommes. Et les hommes. Donc on a essayé de faire une pièce qui est un peu originale, surréaliste, où c'est les humains qui sont vus de très haut, c'est pour ça que la pièce s'appelle Vue d'en haut. Il se servira de ce son ou il s'en servira pas. Mais il peut même imaginer de s'en servir pour un autre film. Donc jamais s'arrêter dans un mouvement. Quand tu cours comme du couplet, tu continues le mouvement de la course. Tu continues, tu as 3 km. Hein. Ouais, voilà. Ouais, t'attends pas qu'on puisse t'arrêter. Voilà, 36,9. Salut, c'est Morgane, on se retrouve au Dojo 2000 et on va simplement découvrir le club de judo de Villemagne-l'Argentière qui fait simplement du judo, du jiu-jitsu et les cours de self-défense. C'est parti pour la visite! Le judo club Villemagne a été créé en 1989. Voilà, et ça répondait à une attente sur les Hauts-Cantons. Il y avait un club déjà existant, nous c'était le 2e club. Et depuis cette date, on a formé des centaines de judokas, plusieurs dizaines de ceintures-noires. Et on a amené à plusieurs reprises des jeunes au championnat de France de judo, que ce soit chez les minimes, les cadets et les juniors. Voilà, donc c'est une petite structure mais qui se débrouille pas mal compte tenu de son implantation locale dans les Hauts-Cantons. Et voilà, on a eu plusieurs jeunes qui ont fait des stages de haut niveau, qui ont suivi des cours au niveau à Montpellier. Et plusieurs jeunes ont participé au championnat de France à Paris ou à Lyon ou même à Clermont-Ferrand. Voilà. Et le meilleur résultat, c'était un de nos jeunes qui, en poids lourd, a participé au championnat de France cadet avec l'équipe de Perpignan, puisqu'on n'avait pas suffisamment de monde pour monter une équipe. Et ils ont fait 3e au championnat de France cadet. Ça, c'était un très bon résultat pour nous, pour le club de Perpignan bien sûr, mais pour nous à Villemagne, parce que c'était notre poids lourd qui combattait dans l'équipe avant. Merci. On va faire le salut judo. Ouais. Hein? Ah. Salut, je m'appelle Julien et aujourd'hui on va parler de l'aérodrome Bédarieux-La-Tour-sur-Orbe. J'ai rencontré le président qui m'a fait découvrir tout l'aérodrome. C'est parti. Jeune reporter. Bonjour, nous sommes avec le président de l'aérodrome Bédarieux-La-Tour-sur-Orbe. En quelle année l'aérodrome a-t-il été créé? Alors l'aérodrome a été créé dans les années 60, ça commence à dater. Et dans les années 60, grâce à la volonté de membres bénévoles et à la volonté aussi du député maire René Pagès, qui était maire de Bédarieux, et du maire de la Tour-sur-Orbe. Qui a créé l'aérodrome? Alors l'aérodrome a été créé par André Salas et Henri Founot, qui était médecin, qui nous a quittés il y a quelques années, c'était en 2010. André Salas est parti bien avant. Et c'est grâce à eux deux, puisqu'André Salas au début voulait faire même un circuit moto autour de la piste. Et donc c'est grâce à eux et grâce à un groupe de bénévoles d'une quinzaine de personnes qu'on a pu avoir ces structures aujourd'hui, qu'on essaye de continuer à faire vivre et à tenir en état. Combien d'avions et de planeurs y a-t-il? Alors l'activité planeur a été arrêtée en 2016. Il n'y avait pas suffisamment d'activité, donc l'activité a été arrêtée. Les avions, il y a beaucoup d'avions privés qui sont derrière vous, et puis on a aussi notre flotte avec 2 DR400, un 120, un 160 chevaux et un ULM qui nous sert pour faire la formation, parce qu'on forme ici les pilotes. Est-ce que n'importe quel avion peut utiliser l'aérodrome? Alors l'aérodrome, c'est une piste qui fait
pratiquement, elle fait 1 km, 975 mètres sur les cartes aéronautiques. Et n'importe quel avion ne peut pas utiliser l'aérodrome dans la mesure où c'est uniquement par rapport aux aéronefs. Il est évident que les gros porteurs, un transat pourrait se poser ici. Mais après, des gros porteurs ne sont pas habilités à se poser là. Ils doivent se poser sur une piste en dur avec une piste plus longue pour la sécurité. Faut-il une autorisation pour faire voler des drones? Alors, les drones, c'est un contexte un peu spécial dans la mesure où il faut déjà normalement, pour faire voler un drone, avoir passé la réglementation exige d'avoir au moins un théorique avion ou ULM pour faire voler un drone. Et il est difficile de faire voler les drones dans ce secteur dans la mesure où il y a des risques pour l'aviation en général, quoi. Comment fait-on pour passer le permis pour faire voler un ULM ou autre type de planeur? Oui, alors donc l'aéroclub, là c'est l'aéroclub, c'est pas l'aérodrome. L'aéroclub est une structure avec des bénévoles. C'est une formation qui est faite par des bénévoles, qui est gratuite, c'est pas comme une structure privée. Et donc il y a un théorique à apprendre et puis il y a une formation avec des instructeurs. Il y a même un simulateur qui est en cours, est en train d'être terminé, mais il était déjà en activité, mais il a été modifié pour qu'il soit un petit peu plus apte, disons, à former ou à préformer les pilotes. Il y a des personnes plus aptes que d'autres, c'est comme la conduite automobile, il y a beaucoup de personnes qui, à partir d'une dizaine d'heures, volent seuls. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 15 ans, on peut lâcher une personne à partir de 15 ans sur un avion ou sur un ULM. Quel est le statut de l'aérodrome actuellement? Le statut de l'aérodrome, c'est une association, loi 1901. L'association aérodrome gère surtout la plateforme. Alors, il y a la DGAC, il y a la DFCI, il y a Météo France, il y a le SAMU où on a eu des contacts pour éventuellement faire des évacuations de nuit. Et donc on gère, l'association aérodrome gère tout ça, y compris les autorisations pour venir se poser sur Bédarieux. Est-ce que vous organisez des baptêmes de l'air ou des journées portes ouvertes? Et comment ça se passe? Oui, bien sûr. Chaque année, il y a toujours notre traditionnelle fête d'Écosse. Et donc cette année, ça sera le 24 et 25 aussi, et puis le 15 août. Donc on aura ces deux journées-là. Et les baptêmes de l'air, soit on téléphone pour réserver, ou soit on vient et puis on attend éventuellement qu'il y ait des avions disponibles ou ULM disponibles pour faire son petit baptême de l'air. Qui est payant bien sûr, puisqu'on ne peut pas c'est une évidence même, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, vous avez bien répondu. Je vous remercie beaucoup. Le resto du cœur. Bonjour, Jade, jeune reporter. Avec l'équipe, nous nous sommes rendus à la base de loisirs de l'UNAS. Nous avons rencontré Monsieur Reski qui nous a parlé de l'endroit. C'était l'occasion pour nous de découvrir toutes les activités que la base de loisirs propose. Avez-vous fondé la base? Non, moi je suis un employé de Grand Orbe depuis la création de la communauté de communes. Et donc la base a été créée en 1999 par Mathieu Siffra, qui était le maire de l'UNAS et conseiller général du canton. Pourquoi la base a-t-elle été créée? En fait, la base a été créée pour créer ce lieu ludique et surtout un lieu touristique. Et la zone étant un lieu touristique amené à se développer. Organisez-vous des activités ou des animations? Pour cette année, on organise 2 journées avec la caravane du Han, qui sont le jeudi et le vendredi. Les après-midi, on organise des cours d'aquagym, on organise des cours de natation, entre autres. La base possède-t-elle un espace restauration? Absolument. Il y a un snack qui appartient à la communauté de communes que nous mettons en gérance
sous forme de concurrence. Et voilà, donc nous avons eu un nouveau gérant depuis cette année. Et ça se passe très bien. J'ai entendu par le président que la base devait être réaménagée. C'est-à-dire? Absolument. En fait, tout le site a été revu et repensé. Donc nous, on a une feuille de route avec évidemment la réfection de tout le site autour du lac, de tout le site au niveau des camping-cars, du site aussi en face. On travaille évidemment avec la commune de Lunas, puisque les terrains d'en face appartiennent à la commune, avec un écoquartier, avec un camping qui sera en face, avec une zone culturelle, avec une zone événementielle, avec du pub track, avec en fait, et beaucoup de choses. Donc nous, on a une feuille de route, à nous de le mettre en musique et de faire en sorte de voir si ça passe réellement. Je vous remercie du coup pour vos réponses. Merci à vous. Merci. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Bonjour à tous, c'est Naël et nous nous retrouvons aujourd'hui à Gressessac pour vous présenter le Café Mounis qui se trouve d'ailleurs ici. C'est le bâtiment en jaune. Le Café Mounis, c'est un lieu chargé en histoire qui a accueilli beaucoup de spectacles depuis 1879. Autant dire que ce lieu est chargé en histoire et en culture. Du coup, nous allons rencontrer une troupe de théâtre qui va nous présenter les spectacles Le Café Mounis. C'est parti! Je suis spécialiste en maladies orphelines et adoptées. Ça rend bien tout ça. Qui gère la structure? C'est la communauté de communes du Grand Orbe qui gère la structure. C'est le service culturel de la communauté de communes. D'accord. Quelle est la marche à suivre pour proposer un spectacle? Alors, il faut faire un dossier, en règle générale, avec des demandes particulières autour du projet et le soumettre après à la communauté de communes, là en l'occurrence, ou à des théâtres. Et s'ils sont intéressés par le sujet, vous avez un rendez-vous et vous pouvez expliquer le projet que vous avez et que vous avez envie de faire. Voilà. Comment communiquez-vous avec le grand public? Alors il y a évidemment la communauté de communes, par exemple, là, va diffuser l'information. On utilise les réseaux sociaux, on utilise Facebook, ça peut être TikTok, vous connaissez ça mieux que moi. Les boîtes mail, essentiellement aussi, par mail. Voilà, je pense que ce sont pour informer, en tout cas, on met quelques affiches, des fois, des flyers, mais je trouve que la communication de plus en plus est virtuelle. D'accord. Le Grand Café Mounis accueille des troupes de théâtre en résidence. Ouais. Faut-il être une organisation professionnelle? Et en plus, c'est très facile à faire. Ce n'est pas le sujet du moment, je crois. Alors, je pense que oui et non. C'est-à-dire que selon le projet, peut-être qu'une troupe amateur, il y a des cours aussi ici qui sont donnés dans l'année. Je crois, il me semble que c'est pas forcément une obligation. C'est sur demande, en tout cas. Et après, le projet est accepté ou pas. Voilà. Mais je sais ici qu'il y a des cours, avant le Covid, il y avait des cours qui étaient donnés certains jours de la semaine. Donc, apparemment, c'est possible aussi de ne pas forcément être professionnel. Donc, vous êtes en résidence au Café Mounis. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste à avoir le lieu pendant une période qui correspond à des répétitions pour répéter le spectacle. Voilà, ça consiste à ça. On déjeune ici souvent ou on dîne ici, on répète ici avec toute la troupe et on vit une grosse partie de nos journées ici. Voilà, ça consiste à ça, à répéter le spectacle avant d'aller le jouer plus tard. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce que vous préparez? On prépare un spectacle sur l'obésité. Voilà, la thématique c'est l'obésité. On trouvait que c'était un sujet, en tout cas je trouvais que c'était un sujet dont on parle peu et qui touche de plus en plus beaucoup de gens. Donc voilà, on répète en tout cas là-dessus. On a écrit une pièce
J'ai écrit une pièce avec une camarade qui s'appelle Frédéric Moreau de Belin, qui arrive là tout à l'heure. Et on joue cette pièce, voilà. Et j'ai sollicité Bruno qui est aux Lumières, Carole qui est comédienne, Cyril qui est vidéaste et comédien, parce qu'il joue aussi sur le plateau. Et il y a aussi Thomas, qui est l'administrateur de la compagnie, et qui est aussi acteur, voilà. Et il y a Frédéric Moreau de Belin qui vient, qui est actrice, qui m'a aidé à écrire le texte et qui est aussi comédienne. Touche toutes les couches de la société. Alors, tourte au rognon. C'est un chevalier vigoureux. Mais en plus, s'il est gros, il se retrouve la patte en l'air, le pied coincé dans l'étrier, avec le cheval écrasé sous son poids. C'est pratiquement burlesque. Je crois que les gens ont compris, ils ont une bonne image mentale de la situation. Heureusement, des hommes comme Rabelais se dressent contre le politiquement correct de l'époque et créent le Gargantua et à d'autres géants de haute classe. Mais enfin, pourquoi toujours moi? On va pas se le cacher. Le gros, c'est vous. Alors, boulot, on se change. Partez plus du coup? Non, là je fais travailler. Il y a dans le studio de Nostalgie Projet, vidéo, initiative, de Grand Orbe, et ils sont nombreux. Le regard de cette jeunesse qui est portée sur un territoire qui est vaste, qui est plein de richesses. Salut, c'est Laurie. Aujourd'hui, nous sommes à la librairie de Bédarieux pour interviewer Fab Caro, qui est un auteur de BD et de cinéma. C'est parti pour l'interview. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres? Oh, ça c'est une passion depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné. Alors j'ai continué. Au début, on me disait que à l'école, au lycée, on m'a dit que c'était pas un vrai métier. Alors j'ai fait des études sérieuses, mais j'y suis revenu parce que ça a toujours été ma passion. Vous êtes auteur de BD et écrivain. Entre ces deux métiers, lequel préférez-vous? Ah, c'est difficile. Ça dépend des périodes. Pour moi, c'est de l'écriture, les deux. Que ce soit la BD ou le roman, ça reste de l'écriture, mais ça dépend des périodes. Des fois, j'aime bien alterner. Quand je sors d'une BD, j'aime bien repartir sur un roman. Quand je finis un roman, j'aime bien repartir sur une BD. Donc, ouais, j'alterne pour pas m'ennuyer. Quels sont les bons et mauvais côtés du métier d'auteur? Alors, moi, j'en vois pas trop des mauvais. Alors, certains auteurs te diront que les mauvais côtés, c'est que c'est un boulot un petit peu solitaire. Donc, tu travailles chez toi, tu n'as pas de collègues, tu vois pas de... Mais moi, je trouve ça bien, parce que moi, j'aime bien travailler seul. Et alors, les bons côtés, moi, c'est ma passion, c'est un truc que j'aime faire. Donc ça, c'est un super côté. Et puis surtout, tu dépends pas d'horaire, tu dépends pas de patron, tu gères ton horaire comme tu veux. Tu as 6 mois, par exemple, tu as 6 mois pour faire un livre. On te dit le livre, il faut le rendre le mi-juin. Tu es en janvier. Après, tu gères ton temps comme tu veux pour faire ton livre. Ça, je trouve que c'est un super luxe de pouvoir gérer son temps. Improvisez-vous au fil de l'histoire ou connaissez-vous la fin avant d'écrire? Non, j'improvise toujours. Il y a beaucoup d'auteurs, même la plupart des auteurs, ils passent par la phase scénario, crayonné, ancrage, dessin. Et moi, comme je m'ennuie assez vite, j'ai peur de m'ennuyer avec ce... Donc dès que j'ai une idée, dès que j'ai un peu l'esprit du projet, hop, je me lance, mais sans scénariser. Et j'improvise comme ça, j'essaie de me surprendre. Et ça permet de rester excité tout le temps du projet et de ne pas s'ennuyer pendant le projet. Très bien, merci. Combien de temps consacrez-vous sur l'écrit d'un livre? Alors ça c'est difficile à dire, parce que moi je fais toujours 3 ou 4 projets en parallèle. Mais quand je vois qu'en moyenne je fais 3 livres par an, ça fait à peu... En gros c'est 4 mois effectifs de travail par livre, à peu près. Ça va, moi je vais assez vite, parce que j'ai pas un dessin très fouillé, c'est un dessin qui va assez vite. Donc en général c'est un petit peu plus long pour faire un livre. Dans toutes vos œuvres, quelle BD préfériez-vous? Oh là là, c'est dur ça. Là pareil, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. En ce moment je crois que j'aime bien Carnet du Pérou. J'ai fait un faux carnet de voyage, j'ai fait croire que j'étais allé au Pérou, alors que j'y suis pas allé. Mais c'est une espèce de journal où il y a un peu de tout. C'est moitié carnet de voyage, moitié truc autobiographique. Et celui-là je l'aime bien ce moment, ouais. Mais c'est par période. À quel moment pouvez-vous voir le retour de vos lecteurs? Alors tu l'as un petit peu sur internet. Bon, moi j'évite d'aller trop fouiller parce que ça peut vite te déprimer si c'est des mauvais retours.
Mais le vrai retour, celui qui fait le retour humain, c'est celui... Moi, je fais pas mal de dédicaces, tu sais, en festival ou en librairie. Et là, tu as le lecteur en face de toi et tu peux parler avec lui. Et là, tu as des vrais retours et ça fait du bien. Et moi, j'aime bien avoir même des retours un petit peu critiques. J'aime bien que les lecteurs me disent « Oh, ça t'as un petit peu foiré ». J'aime bien discuter autour, même si c'est pas toujours positif. J'aime bien avoir ces retours-là. Très bien. Y a-t-il un lien entre la musique et le métier d'écrivain? Ouais, moi j'en vois. Moi, je dessine toujours un petit peu en musique parce que ça te met dans un rythme. Et ouais, je fais souvent le parallèle. La BD, alors peut-être moins le roman, encore que, mais la BD, c'est surtout quand tu fais de l'humour, il y a le rythme, c'est très important. Et c'est assez musical. La même blague peut ne pas fonctionner si tu te trompes dans le rythme, si tu n'es pas dans le bon rythme. Et l'humour en BD, c'est beaucoup une histoire de rythme. Donc ouais, c'est assez musical en fait. Très bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à toi. Au revoir. C'est parti. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. Alors pour la première question, depuis combien de temps es-tu la responsable de ce centre équestre? Ça fait 2 ans, depuis le 1er juillet 2019, on est là. D'où te vient cette passion pour les équidés? Depuis toute petite, j'aime les chevaux et j'ai voulu en faire directement mon métier. Quel a été le déclencheur pour tenir ce centre équestre? Travailler pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Combien d'années d'études as-tu fait pour pouvoir devenir directrice? J'ai fait 3 ans de bac pro et 2 ans de monitorat. C'était dur? Ça va, c'est l'école. Est-il obligatoire de posséder tous les galops pour tenir un centre? Pour tenir une écurie, non, mais pour donner des cours, oui. Combien de chevaux possèdes-tu dans la structure? Une 50aine. Combien de chevaux peux-tu héberger dans le centre? Une 60aine, je pense. Où achètes-tu tes chevaux? Tout dépend de l'occasion, tout dépend. Que deviennent les chevaux trop vieux? Souvent, on essaye de les placer dans des bonnes familles pour de la retraite, ou alors on possède des champs un petit peu plus loin où ils finissent leur jour tranquillement là-bas. À combien de concours as-tu participé? Ouf. Je sais pas, je dirais une 50aine peut-être. Fais-tu faire des saillies et comment ça se passe? Alors oui, je fais faire des saillies. Pour l'année prochaine, on a 8 juments qui sont pleines, qui sont toutes là. Et comment ça se passe? J'amène mes juments dans des centres de reproduction chez des professionnels qui s'occupent de tout ce qui est insémination ou monte en main avec des étalons approuvés. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu. C'est avec plaisir, avec grand plaisir. Et là en fait il faut tout le temps avant de commencer un cours, il faut que tu lui cures les pieds parce qu'en fait ça va s'accrocher tout autour et au bout d'un moment ça va finir. Ça aussi, c'est énervé. Mais ouais, aussi il faut que je te fasse. Salut, c'est Dorian. Aujourd'hui, nous allons parler apiculture et nous allons rencontrer un apiculteur pour lui poser quelques questions. Allez, c'est parti, suivez-moi. Le gris, c'est de la rose. Ça, c'est du châtaignier. Comment est venue votre passion pour l'apiculture? Moi, je suis fils d'apiculteur, donc je suis né dedans, quoi. Voilà.
Deuxième question, à partir de combien de ruches peut-on en vivre et en faire son activité? Tout dépend de la vision de l'apiculture qu'on a. Si on veut faire de la vente en fût, il en faut beaucoup. Si on veut faire de la vente en pot et que de la vente directe, il en faut beaucoup moins. 200 ruches, ça commence à faire. Combien de kilos de miel produit en moyenne une ruche? Ça, c'est une question compliquée. Tout dépend des années et des mielés. On essaie de tourner en moyenne à 20 kg par ruche et par an. Combien de temps travaillez-vous par mois en tant qu'apiculteur? On ne compte pas le temps, enfin, je ne peux pas vous dire. En ce moment, on travaille parfois le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on travaille le jour sur les ruches et la nuit, on transhume les ruches, on déplace les ruches. Comment fait-on pour savoir quelles plantes sont dans les ruches? On essaie de positionner les ruches dans des sites où on a une surpopulation de la plante qu'on cherche. D'accord? Donc, par exemple, pour la lavande, on va faire en sorte d'amener des ruches en Provence, là où il y a beaucoup de champs de lavande. L'acacia, on va en Ariège, on va dans l'Isère. Le châtaignier, on vient ici. Donc on a une grosse concentration de la plante désirée. Voilà. Après, il y a des mielés très simples, et il y a des mielés où c'est beaucoup plus compliqué. Le thym, c'est des mielés beaucoup plus compliqués. Parce que c'est une plante qui ne sécrète pas tout le temps du nectar. Donc c'est des mielés un peu plus complexes que les autres. Avez-vous une autre activité que l'apiculture? Mon activité principale, c'est l'apiculture, mais on produit un peu de châtaigne. On est castanéiculteurs. Comme ça. Donc chaque plante fait un pollen d'une couleur différente. C'est un complément. Elle passe juste, donc les pelotes elles tombent. C'est de la protéine végétale. Tu vois cette plante, ça c'est la bruyère belge. Et je juge que c'est à terme. Là, si je retourne,